Il arrive bien souvent que la réalité dépasse la fiction. Tout le monde connaît le thriller policier Le Silence des agneaux, avec Anthony Hopkins dans le rôle du psychopathe Hannibal Lecter. Vous vous dites certainement, c'est du cinéma et ce genre de choses n'est pas possible dans la vraie vie. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui est pourtant bien réelle et aurait pu être utilisée comme scénario. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Gary Ednick, Le Silence des agneaux. First, I tried to make it nice, right? Oh, it was whole parties here for one day. Nothing was working. I was trying to find something that worked that would make them shut up. I was trying to find something that would make them behave. But it was painful to them. I hope so. Pendant 4 mois, il a torturé et violé 6 femmes dans le sous-sol de sa maison de Philadelphie. Pour ses voisins, Gary Ednick était le fondateur de l'Église unie des ministres de Dieu et un simple investisseur, mais pour les femmes qui se trouvaient enchaînées et prisonnières dans le trou sous sa demeure, il était un meurtrier et un cannibale. Gary Ednick est né le 22 novembre 1943 et a grandi à East Lake, près de Cleveland dans l'Ohio. Ses parents ont divorcé alors qu'il était encore bébé, et lui et son jeune frère Terry ont été principalement élevés par son père et sa nouvelle épouse. Il souffrait terriblement d'énurésie depuis son plus jeune âge, et son père l'embarrassait en accrochant les draps souillés devant la fenêtre pour que tout le voisinage les voie. Plus jeune, il chuta d'un arbre, et cet incident plutôt banal lui laissera une blessure physique donnant un aspect inquiétant à son visage et sa tête. Il sera d'ailleurs régulièrement harcelé par ses camarades à l'école à ce propos. Il était un excellent élève et possédait même un quotient intellectuel de 148, il n'avait par contre aucun ami connu. En 1957, Ednick s'inscrit à l'Académie militaire de Staunton en Virginie. Il y reste 2 ans et la quitte juste avant d'obtenir son diplôme. Il retourne ensuite au lycée pendant une courte période, mais stoppe à nouveau ses études pour rejoindre l'armée. Pendant plus d'1 an, il suit avec brio un programme de formation. Malgré les éloges de son sergent instructeur, les diverses candidatures de Ednick pour des postes spécialisés sont rejetées. Il est ensuite envoyé à San Antonio au Texas, pour suivre une formation de médecin. Après un autre transfert à Landstuhl en Allemagne de l'Ouest, il obtient son diplôme d'études secondaires tout en travaillant dans un hôpital militaire. En 1962, Ednick commence à se plaindre de terribles maux de tête, d'une vision trouble et de nausées. On lui diagnostique une simple gastro-entérite. Le neurologue qui l'a examiné a également signalé que le patient présentait des symptômes de maladie mentale et lui a prescrit un médicament antipsychotique, la trifluopérazine. Un peu plus tard, il est admis dans un hôpital militaire de Philadelphie où on lui diagnostique un trouble de la personnalité schizoïde. Sa formation terminée, Ednick quitte l'hôpital avec les honneurs et devient infirmier à l'université de Pennsylvanie, où il entame de nouvelles études. Étrangement, il les abandonne peu de temps après son inscription et commence à occuper une série d'emplois d'infirmier, notamment au sein de l'administration des anciens combattants à Coatesville. En 1967, il commence à travailler comme infirmier à l'Institut Elwyn, un hôpital pour adultes et enfants souffrant de troubles mentaux. Tout au long de sa vie d'adulte, il a séjourné dans des hôpitaux psychiatriques, tout comme son frère Terry, tous deux ayant tenté de se suicider à plusieurs reprises. En 1971, le jeune homme de 28 ans fonde une église, l'Église unie des ministres de Dieu, où ses 5 fidèles l'appellent frère évêque. Gary Ednick ouvre un compte bancaire au nom de l'église auprès de Merrill Lynch, et effectue un premier versement de $1 500 sur le compte. Le compte bancaire contiendra finalement plus de $500 000, soit environ 5,4 millions de dollars actuels. Durant cette période, Gary fréquente une jeune femme du nom de Gail Linco. Ensemble, ils auront un petit garçon qui sera malheureusement placé en famille d'accueil peu après sa naissance, en raison des capacités mentales de sa mère. Ednick rencontre ensuite Ann-Janet Davidson dans l'une des institutions où il travaille. Alberta, la sœur de sa nouvelle petite amie, était également patiente dans la même institution. Ann-Janet tombe rapidement enceinte et donne naissance à une fille prénommée Maxine. Tout comme son premier enfant, la petite Maxine sera placée en famille d'accueil après sa naissance en raison des déficiences mentales d'Ann-Janet.
En 1978, il fait sortir Alberta de l'établissement grâce à une permission journalière et l'enferme dans le sous-sol de sa maison, où il l'agresse sexuellement. Elle est finalement retrouvée enchaînée derrière un meuble à déchets dans la maison de Gary, et ramenée à l'établissement où les médecins ont rapidement réalisé l'ampleur de son agression. Pour ce délit, Ednick est incarcéré dans une institution spécialisée plutôt que dans une prison. Il y passe 4 ans avant d'être libéré en avril 1983. Durant cette période, Anne-Jeannette disparaît. Même sans preuve, on pense qu'Ednick était responsable de sa disparition d'une manière ou d'une autre. En 1984, il achète une maison au 3520 North Marshall Street. De là, il dirige son église et fait connaître ses croyances aux résidents. La paroisse commence alors à se développer. Il rencontre sa nouvelle femme Betty Disto, 22 ans, d'origine philippine, grâce à une petite annonce qu'il avait publiée dans un journal. Betty arrive à Philadelphie en 1985 et le couple se marie un mois plus tard à Elkton, dans le Maryland. Leur relation débute à peine, qu'elle commence déjà à décliner. Betty surprend plusieurs fois Gary en pleine relation sexuelle avec d'autres femmes. Il est accusé de viol conjugal et d'agression physique sur Betty pendant leur court mariage. Le jour de Thanksgiving 1986, Josefina Rivera, 25 ans, travaillait dans la rue pour gagner un peu d'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ce soir-là, avant de partir de son appartement, elle et son petit ami avaient eu une grosse dispute. Josefina avait quitté la maison pour s'engouffrer dans un quartier pauvre du nord de Philadelphie. C'est au volant de sa Cadillac blanche que Gary repère Josefina ce jour-là. Après l'avoir accostée, il lui propose de monter dans la voiture où ils ont une relation sexuelle. Une fois leurs petites affaires terminées, Gary paye Josefina pour ses services et le couple se rend ensuite dans un fast-food local pour boire un café. En repartant, Ednick invite la jeune fille chez lui, invitation qu'elle accepte. En arrivant à North Marshall Street, elle remarque l'étrange clé que Gary utilise pour sa porte d'entrée. La clé était coupée en 2 morceaux, l'extrémité striée de la clé étant déjà dans la serrure. Pour accéder à la maison, il fallait l'autre partie de la clé. Un étrange mécanisme de sécurité qui ferait partie plus tard de l'effroyable histoire de Gary Ednick. L'intérieur de la maison était tout aussi bizarre. Des pièces de monnaie étaient collées au mur et le couloir de l'étage était couvert de billets de 5 $. Le peu de meubles qu'il possédait étaient vieux et cassés, seule une télévision et un magnétophone étaient en état de marche. Le couple monte ensuite à l'étage dans la chambre principale pour une seconde relation sexuelle. Après quelques minutes, Josefina se lève pour se rhabiller. Ednick l'attrape alors par le cou et commence à l'étrangler. Elle le supplie d'arrêter, mais au lieu de cela, il lui menotte les poignets et la pousse dans les escaliers jusqu'au sous-sol, où il l'abandonne. À son retour, Ednick, muni d'une pelle et d'autres outils, commence à creuser un trou au sous-sol. Il explique à Josefina qu'il a l'intention d'agrandir sa famille et qu'il veut capturer 10 femmes pour son harem. Josefina tente de s'échapper peu après, et réussit à se hisser jusqu'à une petite fenêtre qui donne sur une cour. Malheureusement, seul Gary a répondu à ses cris. Pour éviter une nouvelle tentative de sa captive et pour couvrir ses cris, il apporte une radio à l'étage et diffuse de la musique rock à plein volume. Frigorifiée et pétrifiée de peur, Josefina compte les heures jusqu'au retour de son ravisseur. Il revient 27 heures plus tard, et cette fois-ci il est accompagné d'une jeune femme du nom de Sandra Lindsay. Sandra avait 25 ans et était une patiente de l'Institut Elwyn. Ednick l'avait violée alors qu'elle était à l'hôpital spécialisé. Suite à ce viol, elle était tombée enceinte. Quand Gary a découvert qu'elle avait avorté, il lui a proposé de l'argent pour avoir un autre de ses enfants, mais elle a refusé l'offre. Cette nuit-là, il emmène discrètement Sandra hors de l'hôpital et la ramène chez lui. Une fois arrivé, il mène la jeune fille vers le trou où se trouve Josefina et les viole toutes les deux. Le lendemain, les cousins de Sandy se sont rendus à la maison de Gary en espérant qu'il puisse leur fournir des renseignements pour la retrouver, mais Ednick n'a pas ouvert la porte et ils ont fini par partir. Il a ensuite forcé Sandy à écrire une lettre à sa mère dans laquelle elle expliquait avoir quitté l'institut et qu'elle la contacterait plus tard. En plus de la lettre, il y avait également une carte de Noël et un billet de 5 $.
La mère ne croyait pas du tout à cette version et a immédiatement signalé la disparition de Sandy à la police en leur indiquant même l'adresse de Ednick. Elle était persuadée que cet homme la retenait en otage. Après avoir pris connaissance de la lettre, de la carte de vœux et du billet de 5 $, la police n'a pas pris l'affaire au sérieux, persuadée qu'il ne s'agissait que d'une simple fugue. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Gary Ednick devient de plus en plus inquiétant et erratique. Il bat et viole constamment ses 2 prisonnières. Les pauvres femmes, qui étaient la plupart du temps nues, se blottissaient l'une contre l'autre pour tenter de se réchauffer au fond de ce trou froid et humide. Affamées et déshydratées, elles mouraient lentement. Le 22 décembre, Gary Ednick se rend en ville faire des achats de Noël, mais surtout pour kidnapper une autre femme. Lisa Thomas, 19 ans, marche vers la maison d'une amie quand Ednick arrête sa Cadillac blanche à côté d'elle. Pensant qu'elle était une prostituée, il lui propose des relations sexuelles tarifées. Mais Lisa n'est pas une travailleuse du sexe et est plutôt furieuse de la suggestion de l'homme à la Cadillac. Après s'être excusée, Gary lui propose alors de la conduire où qu'elle aille, ce qu'elle accepte. Le fait qu'il conduisait une voiture de luxe l'avait sûrement mis en confiance. Lisa rend tout de même une courte visite à son ami et repart avec Gary Ednick, qui l'invite à dîner. Pendant le repas, il lui demande de l'accompagner à Atlantic City le lendemain. Déroutée par sa suggestion hâtive, elle lui répond par l'affirmative mais précise qu'elle n'a rien à se mettre. Il l'emmène alors chez Sears. De retour chez lui, il met de la drogue dans le verre de vin de Lisa et l'installe devant la télévision pour regarder un film. Lorsqu'elle se réveille, elle est complètement nue et se rend compte qu'elle a été violée. Alors qu'elle se rhabille pour partir au plus vite, Ednick la saisit à la gorge et commence à l'étrangler. Il la menotte, la traîne jusqu'au sous-sol et la jette dans la fosse avec Josephina et Sandy. Moins de 2 semaines plus tard, une autre jeune femme de 19 ans, Deborah Dudley, allait bientôt les rejoindre. On ne connaît pas les circonstances exactes de l'enlèvement de Deborah, mais on sait qu'elle s'est battue de toutes ses forces avant d'être jetée dans la fosse avec les autres filles captives. Sa résistance farouche face à son ravisseur lui vaudront d'être sauvagement et fréquemment battue par Ednick. Celui-ci, toujours plus sadique et cruel, avait édicté quelques règles quand il quittait la maison. Il nommait l'une des femmes responsables et à son retour lui demandait si les autres s'étaient mal comportées. Si aucune d'entre elles n'avait désobéi aux ordres, il les battait toutes. Elle ne pouvait pas gagner à son jeu tordu. La liste des victimes allait malheureusement continuer à s'allonger. Le 18 janvier, Ednick repère une prostituée de 18 ans, Jacqueline Haskins. Suivant son modus operandi, il l'emmène chez lui pour des relations sexuelles, et quand sa future victime se rhabille, il la saisit par la gorge, commence à l'étrangler puis la jette dans la fosse. Jacqueline était si petite qu'il n'a pas pu l'enchaîner comme les autres filles, il a été obligé de lui mettre des menottes autour des chevilles. Josephina, qui était prisonnière depuis 52 jours, commence alors à gagner la confiance de son ravisseur, lui laissant croire qu'elle aimerait faire partie de sa tribu. Elle note également quelques changements dans le comportement de Ednick. Au lieu d'avoir des relations sexuelles avec les femmes, il commence à les regarder faire l'amour entre elles. Après un certain temps, il leur permet de prendre un bain dans la maison principale. Il met également à disposition des toilettes portables au sous-sol et leur fournit des lingettes humides pour se nettoyer. Il nourrissait aussi les femmes selon son humeur. Certains jours, il leur donnait des boîtes de nourriture pour chiens, et d'autres, comme pour l'anniversaire de Josephina, il leur achetait un repas chinois et du champagne. Il descendait aussi des matelas pour que les femmes puissent dormir à l'extérieur de la fosse. En février 1987, Ednick surprend Sandy en train d'essayer de déplacer les planches de bois qui se trouvaient au-dessus du trou dans lequel les femmes étaient enfermées. Au lieu de la battre comme il l'avait fait par le passé, il la pend à une poutre du toit, attachée avec une seule menotte pendant des jours. Après plus d'une semaine dans la même position, déshydratée, mangeant à peine et ayant de la fièvre, elle perd connaissance. Ednick la libère enfin et la pauvre fille tombe à terre. Au sol, il lui donne des coups de pied, mais elle ne réagit pas. Sandra Lindsay vient de mourir. L'horreur n'allait pas s'arrêter là. Ednick se saisit alors d'une scie électrique et commence à découper le corps de la pauvre fille, n'hésitant pas à jeter quelques morceaux à ses chiens.
Il demande ensuite à Jacqueline Haskins de couper les bras de Sandy, car il veut que toutes les femmes jouent un rôle dans le meurtre. Le jour suivant, l'un des voisins de Ednick appelle la police leur expliquant qu'une odeur nauséabonde se dégage dans tout le quartier. Un jeune policier se rend donc chez Gary qui lui explique que cette mauvaise odeur est simplement le fait d'un rôti brûlé. Satisfait par cette réponse, le jeune policier quitte les lieux sans enquêter. Une attitude déplorable, vous en conviendrez. La réalité était encore plus sordide. Gary avait pulvérisé les restes de Sandy dans un mixeur et les avait non seulement donnés à manger à ses chiens, mais également aux femmes, leur faisant croire que c'était de la nourriture pour chiens. Ce qu'il ne pouvait pas passer dans le mixeur, il le faisait cuire sur la cuisinière, qui dégageait ensuite cette odeur nauséabonde et écœurante dans tout le quartier. À ce stade, le trouble de la personnalité schizoïde de Ednick était hors de contrôle. Convaincu que les femmes complotaient pour le tuer et s'échapper, il conçoit alors un plan pour les garder sous contrôle. Il leur plante des objets tranchants dans les oreilles pour les rendre sourdes, pensant que si elles ne l'entendaient pas arriver, elles se comporteraient correctement. Si malgré cela elles continuaient à mal se comporter ou à désobéir, il leur montrerait les restes de Sandy qu'il avait gardés dans le réfrigérateur. De plus en plus paranoïaque, il commence à pendre chaque fille aux poutres comme il l'avait fait pour Sandra, et les bâillonne pour qu'elle ne puisse pas conspirer. Deborah, qui s'était déjà battue de toutes ses forces lors de son enlèvement, continuait à le défier. Ednick décide alors de leur donner une leçon à toutes pour, selon lui, les maintenir dans le droit chemin. Il fait sortir les filles de la fosse, la remplit d'eau et ôte l'isolation d'un fil électrique sous tension. Il pousse ensuite Jacqueline, Deborah et Lisa dans l'eau, et commence à électrifier leurs chaînes. Le corps de Deborah a commencé à trembler de manière incontrôlable jusqu'à ce qu'elle s'effondre, morte. Josefina n'était pas soumise à cette torture pour une bonne raison. À ce stade, Gary Ednick pensait que sa première captive était désormais son alliée, et qu'elle allait l'aider à s'occuper des deux femmes restantes. Il ordonne ainsi à Josefina d'écrire une lettre dans laquelle elle affirme qu'elle l'a aidé à punir les femmes et à tuer Deborah Dudley. Il lui fait ensuite signer la lettre et la menace: « Si jamais tu vas voir la police, je peux utiliser cela comme preuve. » Peu après, il lui ordonne de monter à l'étage pour se changer. Josefina n'avait pas porté de vêtements depuis plus de 4 mois. Elle savait maintenant que sa tactique avait fonctionné et que Gary pensait qu'elle était son alliée. Au cours des semaines suivantes, elle accompagne Ednick dans ses courses et dans les restaurants, tout en le persuadant que jamais elle n'allait s'enfuir. De son côté, Ednick lui rappelle constamment la lettre qu'elle a signée, lui affirmant que s'il était pris un jour, il plaiderait la folie et qu'elle paierait pour lui. Afin d'éviter toute mauvaise surprise, Gary décide de cacher le corps de Deborah dans les bois, et précise à Josefina qu'il a besoin d'une remplaçante pour son harem. Le 24 mars 1987, il se promène en compagnie de sa prétendue alliée dans les rues de Philadelphie, et trouve une autre prostituée, Agnès Adams. Aussi étrange que cela puisse paraître, tous deux connaissent Agnès en tant que collègue et cliente. Par le passé, Ednick avait eu l'occasion de kidnapper Agnès, mais étrangement avait choisi de ne pas le faire. De retour à la maison, le même processus s'est mis en marche, se terminant avec la pauvre Agnès, menottée et jetée dans la fosse. Plus tard dans la journée, Josefina réussit à convaincre Ednick de la laisser voir ses enfants. En échange, elle promet de lui ramener une autre femme pour son harem. Ednick accepte et la dépose à son appartement plus tard dans la soirée, lui précisant qu'il viendrait la chercher plus tard à une station-service à proximité. Vincent, le petit ami de Josefina, a d'abord supposé qu'elle avait perdu la tête. Il est vrai qu'elle était partie et n'avait plus donné de nouvelles depuis plus de 4 mois. Elle commence alors à lui raconter son histoire en détail, et le supplie d'appeler la police, ce qu'il fait depuis un téléphone public. Quand ils arrivent sur place, les policiers doutent de sa version des faits. Josefina remonte alors son pantalon et montre aux deux hommes les profondes cicatrices sur ses jambes, là où les chaînes et les entraves l'avaient blessé. À la vue de ces horribles blessures, les policiers croient enfin à son histoire. Une patrouille arrive rapidement au 3520 North Marshall Street, et Ednick leur ouvre la porte. Immédiatement, une horrible odeur se dégage de la maison. À ce moment, le lieutenant James Hansen donne l'ordre d'appréhender le meurtrier. En compagnie de Josefina,
Tous se dirigent ensuite vers le sous-sol. Les jeunes filles ont été rapidement libérées et ont pu recevoir des soins médicaux immédiats dans une ambulance qui les attendait. Les policiers ont ensuite commencé à fouiller la maison à la recherche d'autres personnes enlevées. Ils n'en ont trouvé aucune, mais ce qu'ils ont découvert dans la cuisine était plus horrible que ce qu'ils auraient pu imaginer. L'avant-bras de Sandy était toujours dans le congélateur, et des eaux carbonisées ont été retrouvées dans le four, ainsi que de nombreuses autres parties de son corps. Le 23 avril 1987, Gary Ednick est entré dans le tribunal et s'est assis à côté de son avocat, Chuck Peruto. Ednick a affirmé que les femmes vivaient déjà dans la maison lorsqu'il l'a achetée, et qu'il n'avait rien à voir avec leur séquestration. Il a été accusé de meurtre, de viol et d'enlèvement, mais également d'agression, de rapports sexuels involontaires, d'exhibitionnisme, de séquestration illégale, d'agression et de nombreux autres crimes. Parmi les preuves présentées, les femmes détenues par Ednick ont témoigné contre lui. Josefina Rivera a raconté de manière très détaillée les meurtres de Sandra Lindsay et Deborah Dudley, et a même admis avoir participé à l'électrocution. Lisa Thomas a accusé Josefina d'avoir participé à la torture, et pas seulement pour tenter de s'échapper des griffes de Ednick. Son témoignage a cependant été réfuté lorsque Jacqueline Haskins a déclaré au tribunal que Josefina n'avait cherché à établir un lien avec Ednick que pour les faire sortir de la maison. Les preuves matérielles retrouvées dans la maison de North Marshall Street ressemblent à une liste de courses morbides. Des parties de cuisses, de bras, de jambes, de peau et de muscles, le tout soigneusement emballé comme des morceaux de viande de boucherie. Plus de 12 kilos au total. La défense a fait appel à des médecins et des psychiatres déterminés à faire passer Ednick pour un fou. Le problème avec ce stratagème était que Chuck Peruto essayait de rejeter la responsabilité de la mort de Sandy et Deborah sur Josefina Rivera plutôt que sur son client. Le juge qui présidait l'affaire a déclaré à la défense que si Ednick était capable de demander de l'aide pour les crimes commis, il n'était pas fou. Les 500 000 $ amassés au fil des ans ont également été utilisés pour prouver sa santé mentale. Son conseiller financier a même été amené devant le tribunal pour témoigner que Ednick était un investisseur avisé. Le 1er juillet 1988, après 16 heures de délibération, Gary Michael Ednick a été condamné à mort et transféré à l'établissement correctionnel de l'État de Pittsburgh. Il a été exécuté par injection létale le 6 juillet 1999. Personne n'a pris de disposition pour récupérer son corps et il a été incinéré. Il avait 56 ans. L'Église unie des ministres de Dieu a continué à organiser des services pour les 50 paroissiens de la maison de Ednick alors que des femmes étaient enchaînées au sous-sol. Les services ont également continué après sa condamnation. On pense qu'il savait ce qui se passait au sous-sol, mais personne n'a jamais été interrogé. Un peu moins de 40 ans se sont écoulés depuis le sauvetage des 4 femmes survivantes. Josefina, Jacqueline et Lisa souffrent toujours de troubles auditifs dus aux tentatives d'Ednick de les rendre sourdes, ainsi que des effets psychologiques d'une détention de plusieurs mois. Je laisserai le mot de la fin à Josefina qui a déclaré au Philadelphia Weekly, « Au début, on a parlé de nous placer dans des hôpitaux psychiatriques ou de nous administrer des antidépresseurs pour nous aider à surmonter tout ça. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne nous ont jamais demandé ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider à surmonter ça. Nous étions vraiment des cobayes.